me gêner. Mesdames, Messieurs, merci pour votre accueil. On me dit que c'est une salle très remplie, si l'on tient compte de ce que sont ici les habitudes. On m'a d'abord soufflé qu'on était plus nombreux que pour le général de Gaulle. Et après, on m'a dit que c'était une blague, le général n'est jamais venu ici. Mais on m'a dit aussi que François Hollande était venu ici. Et vous étiez moins nombreux, ce qui prouve que vous avez du goût. Bravo à ceux qui ont organisé en 3 semaines cette rencontre, puisque mon emploi du temps est ainsi fait qu'on doit souvent décider en dernière minute et que nos camarades, avec beaucoup de dévouement et de discipline de travail, économes de l'énergie des uns et des autres, préparent bien les choses. Une fois de plus, je le vérifie. Un grand salut donc, pour les saluer tous, à Arnaud Coustier, mon camarade du PG, Jean-Pierre Icre, mon camarade du Parti communiste français. Où est-il? Ah, le voilà. Bon. Mon camarade Michel Larive, du PG, le voilà. Eh ben, lève-toi qu'on te voit. Tu vois le dos de ta main. Voilà. Daniel Mémin, de la GU. Alors, où il est, lui? Là-bas au fond. Eh bien, lève-toi aussi. Comme ça, on te voit. Voilà. Et Denis Sille, de la GA. Bon. Enfin, je les nomme parce que ceux-là, vous pouvez les voir. Il y en a un que vous ne verrez pas. C'est le député Fauré, le pauvre. Et lui ont dit, Mélenchon, bien, il faut faire quelque chose. Mais quoi? Alors ils ont dit, on va faire une réunion publique. Bon, ils ont laissé tomber parce que, vous voyez bien quoi. Alors il faut un truc dans un hôtel, il paraît, quelque part. Non, attendez, c'est quelque chose d'honorable, hein. Là, il rit bêtement, là, au premier rang, détournant le sens de mon propos. Mesdames et messieurs, votre nombre signifie quelque chose, mes chers camarades. Je ne pense pas que vous soyez venus voir une sorte de pop star de la politique, comme certains le disent. Je suis votre patrimoine commun et votre porte-parole. Et lorsque vous vous assemblez, vous adressez un message à la société. Ce message, le voici, il existe en France une force nombreuse vouée à l'orientation politique qui est celle de la gauche traditionnelle, le partage, la mise en commun, la solidarité, le refus de la compétition les uns contre les autres, de la guerre de chacun contre tout le monde. Et ce parti pris que l'on croyait avoir effacé de la géographie politique du pays a relevé la tête à l'occasion de l'élection présidentielle et depuis, comme je l'avais dit, le fleuve ne revient pas dans son lit. Tout au contraire, manifeste-t-il à chaque occasion sa proposition face à tout le peuple français. Et j'ose le dire, face à toute l'Europe. Ce soir, à Saint-Giron, comme dans toutes les villes où je me rends et d'autres camarades se rendent, nous construisons mieux qu'un parti révolutionnaire, mieux qu'un front révolutionnaire. Nous fabriquons un peuple révolutionnaire. Les mots ne doivent pas nous faire peur. Qu'est-ce qu'un peuple révolutionnaire? C'est celui qui, étant assez éduqué, assez conscient, discernant dans le fouillis des faits où passe le chemin, quels sont les mots d'ordre autour desquels se grouper et travailler, quelles sont les perspectives que nous aurons à nous donner quand nous allons diriger ce pays, ce que nous allons faire, et qui, augmentant sans cesse en nombre et en conscience, va proposer à la France la rupture dont elle a besoin si elle veut sortir de l'ornière dans laquelle l'a précipité la politique libérale, la collaboration dans toute l'Europe du Parti social-démocrate et de la droite pour mettre en œuvre cette absurde politique dite de l'offre. Dans un instant, je vous en dirai un mot, car je n'aime pas rester sur des expressions qu'on ne comprend pas ou que tout le monde ne comprend pas. Il faut aller à bien comprendre le cœur
de ce qui est en train de se faire pour pouvoir le démontrer. Et c'est dans cet état d'esprit qu'une construction consciente, vouée à l'intérêt général et pas simplement à la juxtaposition de tous les intérêts particuliers qui passent avec ou sans bonnet, rouge ou bleu, de l'intérêt général que nous avons bâti la manifestation du 1er décembre qui vient d'avoir lieu et qui est un immense succès, raison pour laquelle elle est comme nos précédentes marches, mais peut-être davantage cette fois-ci qu'aucune autre, décriée, rabaissée, et moi, une fois de plus, insulté, marchant sous outrage en permanence de quelques faquins, glandeurs qui prennent des photos depuis leur balcon et croient faire des révélations sur ce que je fais dans la rue, bons à rien qui arrivent après les manifestations et qui ont une idée sur le nombre de gens qui s'y trouvent. Toute cette haine qui se concentre contre nous. On n'en fait pas le 10e à propos de n'importe quelle autre manifestation, que ce soit du Front National ou des bonnets rouges. À nous, on nous dispute tout, combien on était. Est-ce que les feuilles dans les arbres, comme elles sont vertes, ne prouvent pas que nous sommes des menteurs et que nous avons fait un trucage? Vous ne le savez peut-être pas, mais ça a été le refrain toute l'après-midi du dimanche. Et ensuite, un rouletabille de circonstance s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de feux rouges dans le boulevard de l'hôpital, ce qui prouvait que nous avions truqué les photos. Ah, si la photo avait été faite par un de mes amis, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Mais c'était une photo de l'AFP, donc une photo sainte mille fois, puisqu'émanant d'un journaliste. Donc c'était une expression de la vérité elle-même. Il a fallu qu'ils en rabattent, il leur est resté les prétextes mesquins. Mes amis, une manifestation ne s'évalue pas d'après l'impression qu'on en a. On me dit, la police compte. Ah ah! Ce n'est pas ce qu'a dit le préfet de police. À 3 reprises dans l'après-midi, il a dit qu'il ne compterait pas. Mais le soir, le ministre de l'Intérieur, lui, avait compté. Et il dit que nous étions 7000. Il n'a pas dit les bonnets rouges samedi étaient 7000. Non, nous. Ce qui prouve où est la vraie crainte pour cet homme. 7000. Vous me direz pourquoi se battre pour des chiffres? Parce qu'il faut montrer qu'il n'y a pas un espace dans lequel nous ne nous efforçons pas d'argumenter, de raisonner, d'être honnête. Une manifestation ne s'évalue pas au doigt mouillé pour savoir de quel côté souffle le vent. On regarde ce qui se passe et on compte. Comment? Les policiers, paraît-il, comptent les rangs. Ah bon? On manifeste en rang maintenant dans ce pays? Mais c'est pas un défilé de l'armée que nous faisons. C'est une marche populaire. Bref, 1,5 km de manifestants, longueur acceptée par tous, sur 40 mètres de large égale 60 000 mètres carrés. À une personne par mètre carré, il n'y a pas de chiffre inférieur à 60 000 personnes. Comme il y en a au moins 2 par mètre carré, cela fait 120 000. Comme nous enlevons les trottoirs, ça fait 100 000. Je demande qu'on me prouve le contraire. Si je mens, qu'on me le démontre, pas qu'on me dise « j'ai l'impression que », et comme Manuel Valls a dit qu'il y avait 7000 manifestants et Mélenchon dit 100 000, alors on coupe la poire en deux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils y étaient ou pas? C'est une question politique car elle m'amène à la suite. S'il est vrai que nous étions 100 000, alors nous avons la force propulsive qui nous permet de passer à l'épisode suivant dont je vais vous parler maintenant. Ce n'est donc pas rien que ce chiffre, et c'est bien pourquoi ils s'acharnent contre nous comme ils le font, au prix du mensonge, parce qu'ils préféreraient qu'il y ait plus de bonnets rouges qu'il n'y a de foulards rouges, parce qu'ils préfèrent tout plutôt que nous, les partageux. Et si nous étions ce nombre, ça veut dire que le peuple profond est capable de faire les sacrifices qu'il a consentis pour organiser des cars, des transports en commun, pour être à la marche avec les camarades, tenir le drapeau rouge et mettre en avant les mots d'ordre qui ont été les nôtres à cette occasion, qui ne sont pas les mots d'ordre d'intérêt particulier de ces ramassis d'émeutiers qui cassent tout, mettent le feu,
pour supprimer la taxe sur les transports routiers, qui n'existe pas encore aujourd'hui, et devant qui tous bêent d'admiration. Ah, comme c'est sympathique avec leurs drapeaux folkloriques locaux. La région contre Paris, un coin du territoire contre tous les autres, et ce spectacle épouvantable d'ouvrières et d'ouvriers se sautant à la gorge, d'un abattoir à l'autre pour garder leur pain quotidien, à pleurer ce recul incroyable. Ah, ils préfèrent ça plutôt que le nombre conscient, discipliné, éduqué que nous avons regroupé ce jour. Pourquoi fallait-il faire cette marche et pourquoi faut-il continuer? D'abord, sans embâche, parce que le pays est en train d'aller à la rencontre de grands événements qui résultent de la dislocation progressive de la société sous les coups du libéralisme, de la difficulté de vivre au quotidien qui n'est jamais entendu nulle part, de tous ceux qui font des grands discours sur la morosité des Français sans se demander quelle part ils y ont pris eux-mêmes. D'un côté, en ne cessant de multiplier les mauvaises nouvelles comme si ce peuple était un ramassis d'incapables et de fainéants qui ne travaillent pas assez, dont la compétitivité est insuffisante, alors que la compétitivité horaire des ouvriers français est la plus élevée d'Europe. Comme si vous étiez un ramassis d'ignorants dont les enfants mal éduqués étaient les derniers des classements mondiaux, et ainsi de suite. Sans cesse, sans trêve, d'une page à l'autre du journal, la France à la traîne, la France incapable, la France lanterne rouge. Ce n'est pas du nationalisme que de protester contre cette vision misérabiliste de notre pays. C'est dire qu'elle est destinée à vous briser les jambes, à vous faire croire qu'on ne peut pas faire autrement que ce que vous voyez, que vos départements sont condamnés à la désertification, vos entreprises à être fermées parce qu'elles ne valent rien, parce que vous ne savez rien faire, parce que vous passez votre temps à vous reposer, parce que vous êtes le record d'Europe du congé maladie, etc., etc., etc. Et que rien ne vaut d'être un Allemand parce que c'est un modèle. D'accord, c'est une population vieillissante qui a si peu de goût pour l'avenir, qu'elle a moins d'enfants que nous, qu'il y a plus de pauvres là-bas qu'ici, qui sont seulement en train de découvrir le salaire minimum, et encore, ils l'auront qu'en 2015, et encore plus bas que le nôtre aujourd'hui. Tous ces retards accumulés, non, c'est merveille que ce pays, compte tenu du fait qu'il parvient à s'imposer en agrandissant le nombre de ses parts de marché, et chacun de frétiller les parts de marché, les parts de marché. Et plus personne ne réfléchit au sens que ces mots ont. Cela signifie du travail pris aux autres. Cela veut dire un gâchis gigantesque d'entreprises fermées. Cela veut dire les travailleurs des anciens pays de l'Est surexploités pour fabriquer des pièces à bon marché qui arrivent en Allemagne, sont assemblées, on y met une étiquette Made in Germany et c'est vendu ensuite dans toute l'Europe à la place des autres produits, si bien que l'Allemagne de Madame Merkel est le passager clandestin de l'Europe qui accumule des excédents tellement grotesques que même la Commission européenne a fini par s'en apercevoir et les condamner, car ce n'est pas de l'argent sain, c'est de l'argent pris sur la base du dumping social contre le travail et les équipements de tout le reste de l'Europe. Voilà dans quelle situation nous sommes. D'un côté, une manière permanente de dénigrer la France et les travailleurs en France. De l'autre, des coups encore et encore et encore sur les gens. Alors, comment cette situation dont on n'ose pas parler parce qu'on ne sait pas si le voisin, la voisine ne va pas se moquer de soi. L'année dernière, celui-ci, celle-là, ne payait pas d'impôt sur le revenu. Il s'était d'ailleurs pas vraiment soucié de savoir en quoi ça consisterait.
puisque c'était sa situation à lui, ou à elle. Et puis voilà que le gouvernement Fillon bloque les plafonds à partir desquels on commence à payer de l'impôt sur le revenu. Mais comme les revenus ont légèrement augmenté, hop, les gens passent de l'autre côté. Ils rentrent de vacances au mois de septembre, s'ils sont partis en vacances, et ils découvrent qu'il faut payer l'impôt local. Je ne sais pas comment sont les vôtres, mais j'aime bien vous dire qu'en région parisienne, ils sont gratinés. C'est un mois de salaire, comme c'est pas un mois et demi. Parce que l'impôt local est injuste, ne tient aucun compte du revenu. Si vous habitez à rue des Schtroumpfs, vous payez plus cher que si vous habitez rue des Schtroumpfs. Parce qu'il est marqué dans le papier de l'assiette de l'impôt, une avenue c'est mieux qu'une rue. Voilà pourquoi il y a tant d'avenues en banlieue. C'est pas que les rues soient plus grandes. Et ainsi de suite. Celui-là se prend un coup sur la tête, il n'ose rien dire, il est cloué de stupeur en voyant ce qu'on lui demande, qu'il ne payait pas l'année d'avant. Il a à peine fini car il les impôts nationaux, puisque maintenant il les paye. Et voilà pourquoi en septembre et octobre, les gens avaient plus que le moral dans les chaussettes. Et encore maintenant, et ils vont prendre le troisième coup dans la tête, en janvier, parce que la TVA va augmenter. Et l'autre en brouilleur, celui qui vous a roulé, en vous disant qu'il protégeait la retraite à 60 ans, qui est venu en se retenant de rire à la télévision pour dire « Non, non, on ne changera pas l'âge légal, on va juste augmenter les cotisations », puis il est reparti éclaté de rire dans la coulisse, parce qu'il sait que 43 années de cotisation, plus 23 ans de moyenne d'entrée dans la vie active, égale 66 ans pour partir à la retraite. Vous autres qui êtes de ma génération, vous avez connu la période où la retraite c'était à 65 ans et la bataille qu'on a menée pendant la période du programme commun pour obtenir la retraite à 60 ans. Et nos anciens qui nous regardaient avec un petit sourire en disant vous êtes jeunes, vous y croyez, c'est bien, ça ne sera pas pour nous. Et on avait fait cette retraite à 60 ans. Est-ce que le pays est tombé à genoux? Est-ce que ça a été la ruine et la catastrophe? Pas du tout. Ça a été des petits bonheurs un peu partout de plus. Et bien maintenant, nous revoici revenus à une situation pire qu'avant celle de 1981, signée François Hollande. Ne l'oubliez jamais les gens. La bataille pour la retraite, c'est la bataille de générations de femmes et d'hommes qui se sont mobilisés, qui ont fait des grèves, qui ont fait des manifestations pour pouvoir l'arracher. Et celui-là nous l'a repris. Rien n'a jamais été accordé aux travailleurs. Tout a toujours été arraché. Alors c'est facile de venir dire, il faut avoir le courage de dire la vérité. Ce courage ne te coûte rien, toi. Mais il coûte à la femme, à l'homme qui n'en peut plus. Et à ceux qui savent que demain ce sera leur sort. Vous vous imaginez instituteurs et institutrices de 68 ans en maternelle? Eh ben oui, il faut le temps qu'il faut pour fabriquer un instituteur. C'est pas en claquant des doigts, on les trouve pas en passant dans la rue. Ça se forme. Je prends ce métier, je pourrais en prendre des dizaines d'autres. Et après, ils disent, nous allons tenir compte de la pénibilité. Menteur! Ce n'est pas vrai. Pour obtenir le maximum de la déduction, d'accord? Si vous avez un travail pénible, au maximum, vous obtiendrez 2 ans de moins au travail. Au maximum. Pour faire ça, il faut avoir été exposé pendant 25 ans à un métier pénible et ne pas en être mort. Parce que ceux qui meurent le plus tôt, ce sont les salariés, les travailleurs, les ouvriers. Et pour avoir ces 2 années, après avoir tant travaillé, regardez bien, 63 moins 2 égale 61. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait la déduction, vous vous retrouvez dans une situation pire qu'aujourd'hui. Et ils osent vous dire, mais nous avons tenu compte de la pénibilité, vous avez vu, ils comprennent ce que c'est que la classe ouvrière à la place de cet illuminé de Mélenchon qui veut la même règle pour tout le monde, qui ne comprend pas les différences, bla 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 bla. Voilà la vérité comme elle est. Et bien la société reçoit ses coups, ses souffrances.
On ne sait pas toujours les dire. On ne sait pas les exprimer. On les garde pour soi. Cette peur, on la garde pour soi, comme la peur du lendemain. Et ensuite, on regarde la télévision et on vous dit « Ah, le chômage a reculé au mois d'août !» Et tout le monde regarde si tu ne travailles pas, t'es encore là, toi? T'es pas au boulot? Bien sûr, personne ne dit ça. Je le sais bien. Personne ne dit « Ah oui, t'es encore là ». Mais lui se le dit. Elle se le dit. Elle se dit « Ah, vraiment, j'ai pas de peau, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Moi, j'ai pas trouvé de boulot, qu'est-ce que je peux faire ?» Et là voilà qui tourne en rond, qui s'enrage, qui marronne, qui se détruit soi-même, qui des fois devient violent avec les autres comme il est violent avec soi-même. Toute cette misère, un paysan par jour qui se pend dans le pays, 565 morts au travail. C'est ça le pays. C'est pas leur fête là, permanente, leur blabla, leurs apparences. C'est comme ça que ça se passe. Et après on dit « Ah bah oui, monsieur Mélenchon, alors vous dites bravo, monsieur Hollande ». C'est ça qu'on vous demande. Hein. Attention, hein, vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas journaliste. Une question intelligente, c'est ça. Vous dites bravo, monsieur Hollande, bien sûr que vous dites bravo. Eh ben non, j'ai dit c'est pas possible. Au mois d'août, il ne peut pas y avoir baisse du chômage dans un pays où l'activité ralentit, en plus, dans une période de récession. Vous êtes sectaire, vous n'admettrez donc jamais rien de bien. J'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Et je pense que je ne suis pas le seul. En août, il n'y a pas de redémarrage de l'activité, jamais. Qui avait raison? Moi. Ah oui, mais on s'était trompé. C'est une bêtise des SMS de SFR. Au passage, ceux qui n'étaient pas au courant apprennent quelque chose. Le chômeur, il a intérêt à avoir un abonnement au téléphone. Parce que sinon, quick, il est rayé. D'ailleurs, au mois d'août, on en a rayé plus que jamais. Chômeur ou pauvre, c'est une occupation à plein temps. Un papier à remplir, et un autre papier à remplir, et un autre guichet, demandez le numéro, et vous attendez, quand c'est votre tour, c'est pas ça, etc. Deux malheureux. D'un côté, celui qui a fait la queue pendant 1 heure et qu'on peut plus, qui a été convoqué par téléphone ou par mail, que déjà rien de ça, c'est une aventure. Et de l'autre côté, une femme ou un homme qui arrive au travail le matin, et à qui on dit aujourd'hui, tu vas faire 60 dossiers. Pas 60 personnes, 60 dossiers. Et au moment où son travail commence, elle sait qu'elle ne va pas y arriver. Or, il y a une chose qui est très importante, mesdames, messieurs les importants, à comprendre. C'est qu'un salarié, quel qu'il soit, il aime son travail. Et il aime bien le faire. Il n'aime pas commencer la journée en se disant qu'il ne va pas y arriver. Il n'aime pas bâcler, d'autant plus qu'en face, le salarié, il sait que c'est un comme lui. Ça peut être son oncle, ça peut être son cousin. Il y a une empathie spontanée de l'un à l'autre. Tout le monde souffre, tout le monde est malheureux. Voilà le monde que vous avez construit. On commence là. Le chômage a reculé, vous êtes content, vous dites bravo, monsieur Sapin. Question habituelle. Hein. Je réfléchis, moi. Je me dis, voyons, naturellement, je suis qu'un homme de gauche, donc ça ne me rend pas bien malin. Mais j'ai lu que dans le pays, on arrête de détruire des emplois, c'est-à-dire de détruire plus d'emplois qu'on en crée, à condition qu'il y ait une croissance, parce qu'on en est là. Croissance, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, produit dans n'importe quelle condition, mais c'est la croissance, en avant. C'est une espèce de pensée préhistorique qui tient lieu de boussole de l'action publique. Bref, à 0,8, le niveau du chômage reste égal. Pour qu'on crée plus d'emplois qu'on en détruit, il faut passer à 1,8. Donc, expliquez-moi comment c'est possible que ce soit produit un miracle qui fait qu'à 0,1, c'est-à-dire rien du tout, le chômage recule. D'accord? Je suis de gauche. Je vais quand même dire ce que je crois. C'est pas possible. Oh, encore? Mais vous n'êtes jamais content? Eh bien non. Si c'était vrai, je serais content. Mais c'est pas vrai. Vous êtes des menteurs. Vous mentez, vous le savez. Ah bon? Expliquez-nous ça. Eh bien, c'est pas difficile. Il y a 3 catégories ABC. A, vous n'avez pas travaillé une seule heure.
3 millions de personnes. B et C, vous allez travailler pour distribuer 4 papiers dans la rue, parce que, je sais pas moi, un gratuit ou des tracts. Hop, vous passez à la catégorie B. Et si vous faites entre un peu au-delà de 72 heures, je crois, top, la catégorie C. Rien de quoi vivre, hein. Alors je regarde les chiffres. A, il y en a moins, B, il y en a plus. Ah, ça doit être les mêmes. Ceux qui sont plus dans une classe sont passés à l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire au mois de septembre? Les vendanges. Voilà l'effet vendange. Qu'est-ce qu'ils vont trouver au mois de décembre? Alors, un grand pays comme le nôtre, on est à compter sur les vendanges pour faire reculer le chômage. Voilà, mes amis, je n'exagère pas. Je vous le présente avec le sourire et l'intention de vous faire sourire. Pour que vous le reteniez. On retient mieux les choses avec le sourire que si on se fait engueuler tout le long. Ou que vous avez un orateur qui vous explique des catastrophes les unes derrière les autres. Mais c'est ça. Mais vous voyez ces mensonges, ils sont cruels. Parce que les gens qui entendent dire que l'activité a repris, et qui, eux, n'en ont pas trouvé pour eux-mêmes, ça les fait souffrir encore pire que d'habitude. Voilà ce qui est cruel. Voilà pourquoi s'accumule dans le pays une colère, des fois noire, des fois plus explosive. Et bien sûr, vous avez des gens pour utiliser ça. Et puis c'est normal. Nous formons un peuple. Nous sommes le nombre, c'est normal. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'affaire des données rouges. Mais c'est très grave. Ah, tout a été utilisé contre moi parce que j'ai dit des nigauds. Les nigauds, c'est gentil, hein. Parce qu'il y a des endroits où c'est pas des mots qu'on utilise, c'est des mots rares pour décrire ce genre de comportement. Eh bien oui, j'ai dit c'est des esclaves qui vont défendre les droits de leur maître. Il a dit esclaves, quel scandale, nous ne pouvons pas. Que sont-ils allés faire en se mettant un bonnet rouge sur la tête à l'appel des évêques, du MEDEF, de l'UMP, du Front National et des identitaires? Naturellement, on va oublier tout ça. Oui, mais il y avait des braves gens, ben c'est bien pourquoi il faut leur dire la vérité. Et il faut les secouer, leur dire, mais qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, courir derrière mon patron? Ah oui, mais mon patron, c'est pas pareil, c'est notre Paul. Ah, non, mais il n'y a pas besoin de syndicat, nous, dans l'usine, hein. On parle directement dans le bureau. Et le patron, ah oui, pas de syndicat chez moi. On a connu tous ici dans cette salle, ça, non? Dans les années 70, quand on essayait de créer les syndicats et les organisations politiques, on est toujours tombé sur ce genre de benets qui croyaient que la vie en société, c'est juste une grande famille où tout le monde s'aime, où il n'y a pas d'intérêt contraire, où il n'y en a pas un qui prend tout et l'autre qui n'a rien. Il a fallu lutter pour expliquer ça. Et bien là, c'est la régression. Les voilà partis en rang, derrière une pancarte ou un machin, un drapeau local, avec un bonnet sur la tête. Ah. Alors ils vont avec le patron à la sous-préfecture. Ah bah oui, notre parcelle, ils ne te laissent pas faire. Hein. Le patron ressort. Allez les gars, remballez tout, on rentre, j'ai eu mon fric. Ah ouais, bah il est fort. Hein. Il a eu son fric, donc on aura nos payes. Enfin, où on va? Et vous vous en fichez de savoir que le fric en question, c'est pour pouvoir continuer à exporter du poulet congelé? Vous vous en foutez de savoir que tout ça, ça s'en va à l'autre bout du monde, ruiner d'autres pauvres malheureux à qui ça ne vaut même pas la peine de courir après le poulet qui passe dans la rue parce que ça coûte plus cher que celui qui arrive d'Europe? Non. Et après, quand ces gens-là vont monter dans les bateaux, et si par hasard ils ont rescapé de la mer Méditerranée où ils se noient, quand ils vont arriver, vous allez les accueillir à coups de bateau en disant les Français d'abord. Et puis si vous êtes de Schmoldul-les-Bains, les Schmolduliens d'abord. Et ainsi de suite. L'égoïsme, chacun pour soi. Ne pas s'occuper des autres. Quelle est la conséquence de ce modèle agricole pourri qui détruit tout? Rien, tout le monde s'en fout. Quelle est la signification d'avoir demandé sans cesse le droit d'étendre du lisier, le caca du cochon? Toujours plus proche des maisons. 500 mètres, 600 mètres, 200 mètres. Mais mettez-en dans la maison. Où on va comme ça? Dans quel état sont les plages?
Dans quel état est la nature? Aucune responsabilité, aucun sens de l'intérêt général. C'est nous qui le portons. Mes amis, dans la détresse, dans la panique, dans l'affolement, il faut garder la tête froide et tracer une ligne d'horizon qui soit une ligne d'intérêt général et pas l'addition des intérêts particuliers, chacun se contrefichant des conséquences de ses actes. Et le premier de ces intérêts généraux, c'est l'intérêt écologique. Il n'y a qu'un seul écosystème dans lequel la vie humaine est possible. Ce n'est donc pas une option, c'est une obligation. Et il faut y faire face avec toute notre intelligence. Ce n'est rien de régler ces problèmes, à condition de s'y mettre. C'est tout, ces problèmes, si on ne fait rien, et on ne fait rien. Voilà tout ce qu'il y a en jeu. Mais ça les arrange mieux de voir des benets qui marchent derrière leur patron pour aller réclamer les subventions de la Commission européenne et ne mettre en cause ni la propriété privée, ni le niveau des salaires, ni le droit des patrons de foutre tout le monde dehors, alors qu'ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour dire à leur personnel que les subventions européennes arrêtaient d'arriver, alors que ça fait plus de 5 ans qu'ils le savent. Ils préfèrent cette foule inconsciente qui ne sait pas où elle va, et qu'on fait sauter en rond en jouant du bidou, plutôt que des personnes qui vont dans la rue et qui savent pourquoi elles le font, qui ont en tête des idées claires, notamment à propos de la fiscalité. Le 1er décembre, nous nous sommes fixés une ligne d'horizon, nous voulions reprendre la main, et nous l'avons reprise. Voilà ce dont ils ont peur, par-dessus tout. Les puissants et ceux qui voudraient que ce pays se tienne calme et qu'il ait à choisir entre la résignation et la stupidité du Front National qui en fait un bétail électoral. Voilà ce qu'ils voudraient, voilà la France qu'ils voudraient. Ils la tiendraient comme ça. Et dès que quelqu'un ouvrirait la bouche, on lui ferait honte. Sur ce fond, mes amis, comment comprendre une chose pareille? Regardez à quel point on est arrivé. Des gosses qui jettent des bananes à un ministre parce qu'il n'est pas de leur couleur. Et ça fait toute une histoire. Mais quel drôle de parents ils ont, ces enfants? C'est une question. Et puis cela, il y a la manifestation en criant « Ah, papa, une maman !» Ben, si c'est pour faire ça, si c'est pour apprendre à jeter des bananes sur les gens qui ne le ressemblent pas, et vous voyez où on en est. Bon. Et nous essayons, nous mobilisons, nous faisons le contraire. Éduquer, éveiller, donner le goût du combat, s'appuyer l'un sur l'autre. C'est comme ça qu'est venue l'idée de prendre en main le combat face au choc qui va arriver sur le pouvoir d'achat des Français. Je vous disais, l'autre bidonneur, après s'être bien moqué de vous sur la retraite, est revenu se moquer de vous à propos des impôts. Il a dit, oui, j'ai décidé de passer de 19,6 à 20. $0,4, j'assume. Du calme, là-dessus arrive Jean-Marc Ayrault, Samy perpétuellement navré, et vous comprenez qu'il n'y aura pas d'excès qu'un mec pareil. C'est pas la fête. Hein. Bon. Et lui il dit oui, d'ailleurs c'est une baisse. Là, les bras vous en tombent. Même si c'est que pour faire de 19,6 à 20, ça fait, normalement, dans les mathématiques ordinaires, nous autres, les gens de gauche, je ne comprends rien, mais ça on comprend. Normalement, c'est plus, non, c'est moins. Ah, comment ça se fait? Parce que M. Sarkozy a prévu 21 et moi, c'est seulement 20. Et bien voilà. Et bien enfin, vous comprenez. Il faut vraiment que je fasse des meetings de maths, parce que sinon, les gens ne comprennent rien, ils ne comprennent pas que plus c'est moins et moins c'est plus, et ainsi de suite. Donc, plus 0,4, j'assume, dit-il. Ah non! D'abord, on s'en fiche que tu assumes, parce que c'est pas toi qui paye. Donc ça nous est complètement égal. Et tu assumes moins que ce monsieur ou cette dame qui vit au SMIC. Parce que quand on a 1100 €, 20% de TVA sur ce qu'on achète, c'est plus que quand on a 6 000 ou 7 000 ou 10 000.
Il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Ben oui, celui qui a 1000, il dépense tout. Donc il se fait prendre le 20%. Celui qui a 10 000, il ne dépense pas tout. Il se fait donc prendre que sur la partie sur laquelle il a consommé. Voilà. Donc il paye moins, celui qui a beaucoup paye moins, celui qui a moins paye plus. Voilà. Donc quand tu dis j'assume, on s'en fout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Assume ce que tu veux, c'est pas notre affaire, c'est pas ça qu'on te demande. Mais dis-nous pourquoi tu prends ces sous, primo. Secondo, pourquoi tu ne dis pas que tu as fait passer le taux minimum de TVA qui était à 5,5, que M. Sarkozy a fait passer à 7, et que nous tous, on hurlait comme des putois dans nos réunions politiques, et que toi, François Hollande, tu l'as fait passer de 7 à 10. Là, c'est pas 0,4, c'est 3 points d'angle. Et dans certains domaines, c'est plus. C'est quoi ce taux intermédiaire? De quoi s'agit-il? Vos titres de transport en public, 3 points de plus. La maison de retraite, la location ou les repas, la consommation d'électricité, la collecte des ordures ménagères, etc., etc., etc. Plein de petites choses de la vie quotidienne qui vont transformer la vie quotidienne en une difficulté supplémentaire pour les gens. C'est-à-dire que quand on se disait est-ce que je paye le loyer ou est-ce que je paye l'essence, et qu'en général on paye l'essence parce qu'il n'y a pas le choix, pour aller au boulot, quand on en a un, ou à Pôle emploi, remplir les papiers, eh bien, cette comptabilité tragique du quotidien, qui ne se voit pas, on ne l'entend pas, elle va être plus dure encore. Voilà ce que monsieur prétend assumer. Mais on ne se fait pas élire président de gauche pour rendre la vie des gens simples encore plus pourrie qu'avant. Voilà. Quand on est de gauche, on améliore la vie des gens simples. Puis on ne peut pas tout d'un coup, on le dit, mais on ne rend pas la vie pire. Et pourquoi faire? Pourquoi faire allez-vous payer cette somme? C'est là que vient le sentiment de l'injustice. La première idée, c'est qui est-ce qui paye? Toujours les mêmes. Ce n'est pas de la démagogie ce que je suis en train de dire, c'est les faits. Tout l'effort repose sur les classes moyennes et les classes populaires. Tout ça parce qu'il y a 5 tranches d'impôt sur le revenu. Allez, je vous fais un peu d'histoire fiscale, comme ça vous apprenez quelque chose au passage. L'impôt sur le revenu, la droite, elle n'en voulait pas. Ça a été des décennies de bagarre pour l'imposer. On l'a imposé en 1914. Parce que là, ça rigolait plus. On ramassait tout ce qu'on trouvait pour faire la guerre. Il a été voté le premier mois de la guerre, je crois peut-être juste avant juillet. Au début, jusque dans les années 20, la tranche supérieure de l'impôt, la tranche supérieure, j'espère que tout le monde suit cette histoire, pour ceux qui ne savent pas, on prend par tranche, c'est un pourcentage dans chaque tranche, pas sur le tout. Parce que des fois, j'entends des gens qui me disent « Ah, mais monsieur Mélenchon, 45%, vous vous rendez pas compte, la moitié de ce qu'on a. » Mais non, racontez pas d'histoire, personne ne prend la moitié de ce que vous avez à personne. On prend 45% de la dernière tranche. Bref, cette dernière tranche, en 1920, elle était à 90%. Hein? Presque un tarif mélenchonien. Allez, je vous fais un prix. Moi, j'avais dit 100% pour tout ce qui est au-dessus de 300 000 €, je vous le fais à 90. Ça vous va? Comme en 1920, le communisme primitif qui a chez nous. 90% pendant la Deuxième Guerre mondiale chez M. Roosevelt. Et d'année en année, cette proportion a baissé. Pourquoi? C'est vous qui avez regardé peut-être? Non, pas vous. D'autres plus influents que vous. Et ils ont réussi comme ça à faire descendre du 90% où ça se trouvait jusqu'au 45% où c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec M. Hérault, vous avez dit 45%, c'est-à-dire moins que quand c'était M. Chirac qui lui prenait 48%. Ça, c'est la gauche. Waouh, quel courage! Pendant la campagne, moi j'ai dit en votre nom à tous, on était tombés d'accord là-dessus. Je fais le boulot. J'ai dit au-dessus de 300 000, on prend tout. Aussitôt, c'est Georges Marchais qui a dit ça. Oui, Georges Marchais dit des choses très intéressantes aussi. Où est le problème? Et là, c'est pas Georges Marchais. C'est une invention des États généraux, 1789, la nuit du 4 août. Oui.
personne ne doit avoir plus de 3000 livres de rente. Et qui c'est qui propose ça? Les Bretons. Ces gens-là, hein, c'est quelque chose. Hein. Mais cela, ça me va. Et ça vous rappelle qu'il y a toujours eu une Bretagne blanche, réactionnaire, collabo, et une Bretagne rouge, des arsenaux, des ouvriers et ouvrières, des sardineries, de la pêche, une Bretagne bleue, laïque, bourgeoise, mais patriote, et les bleus et les rouges se mobilisent toute l'île de Saint, automobilisation, tous les hommes en âge de combat, tout le monde embarque pour aller à Londres. Ça, c'est notre Bretagne. Ça, c'est notre Bretagne. Plus les 3000 livres de rente maximum. Nous, on fait pareil. Et du coup, on fait réfléchir. Il faut une limite à l'accumulation. On me dit c'est l'idéologie. Oui, c'est l'idéologie. Mais votre histoire aussi, c'est l'idéologie. Parce que accumuler sans fin n'a pas de sens. Vous n'avez pas besoin de tout cet argent à titre personnel. Et ne venez pas nous dire qu'une fois que vous en avez beaucoup, alors vous le placez intelligemment. Ce n'est pas vrai. Vous le donnez à un fonds de pension, à une banque qui est un véritable vampire, qui rapide ici, qui rachète une papeterie, qui regarde, il la garde 2 ans, le temps de graffer le carnet de commande et de repérer les biens. Et après, tout le monde dort. Et on vend tout. C'est ça que vous faites de votre argent. On vend tout, quoi. Parce que vous croyez, vous pensiez que c'était votre travail qui sans cesse accumulait de la richesse. C'est vrai. S'ils étaient encore en train de faire du papier, il y aurait encore de la richesse. Non. D'un coup, on a vendu ce qu'il y avait. Ils appellent ça les actifs. Ce qui les intéressait le plus, les camarades me l'ont expliqué cet après-midi, c'était ni les presses à papier, ni le papier, rien de tout ça, les centrales électriques, parce que ça vaut des sous. Une rente. Vous faites tourner la centrale électrique et vous vendez votre électricité. À qui? Aux couillons qui payent EDF. Vous. Pourquoi François Hollande a-t-il besoin de vous prendre 7 milliards à partir de janvier par l'impôt? Je ne vous parle pas des 10 autres milliards qu'il va également vous prendre en vous supprimant des services publics, ni des 3 milliards qu'il se prépare à vous prendre encore sous prétexte de fiscalité écologique. Parce que monsieur est venu un soir à la télévision dire le problème en France, c'est le coût du travail, donc nous allons alléger les charges des entreprises. Vous autres, là, les pouilleux qui travaillez, vous êtes une charge. Et vous ne le comprenez même pas, vous dire merci à notre beau maître. Donc, alléger les charges, c'est-à-dire les salaires. Et pour ça, on va donner aux grandes entreprises 20 milliards. 20 milliards, dont 7 milliards pris en TVA. 20 milliards sans contrepartie sociale. Même pas leur dire ceux qui auront le crédit devront garder leurs ouvriers. Non, pas de contrepartie. Pas de contrepartie écologique. On a eu quand même, vous n'allez pas produire n'importe quoi, de pourri ou vous rejetez. Non, pas de conditions écologiques. Et pas de contrôle fiscal. C'est le ministre des Finances qui l'a dit. Une chose que personne n'a jamais vue dans ce pays. Vous avez le droit de prendre sans rendre compte. Un revenu supplémentaire. 20 milliards, dont 7 milliards en TVA que vous allez commencer à payer à partir du mois de janvier. Vous comprenez? Payer de l'impôt, c'est un honneur quand c'est pour faire des écoles, quand c'est pour ouvrir des hôpitaux, quand c'est pour soigner les gens, quand c'est pour donner à celui qui n'a rien, pour qu'il ne couche pas dans la rue, qu'il ne meure pas de froid, qu'il ne soit pas en train de se cacher, comme je le vois à Paris, sous les porches, avec un gosse, pour pas qu'on lui prenne son gosse. C'est un honneur de payer l'impôt. Mais pour aller renflouer la caisse des parasites et des vampires, des bons à rien, qui dirigent ces boîtes, non, pas question. Regardez, c'était une formule en général, ce que je viens de dire, et aussitôt les belles personnes bien éduquées me regardent en coin et disent « il exagère, voyons, allons », comme m'a dit quelqu'un que je connais, moi je ne suis pas comme toi, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des riches, ce qui m'ennuie c'est qu'il y ait des pauvres. Et je lui dis « et t'as pas vu le rapport qu'il y a entre les deux ? Tu ne vas quand même pas me dire que les riches prennent l'argent des pauvres, si je te le dis.
Ah, et comment ça? Ben oui, les riches désorganisent tout. Et en bas de la chaîne, celui qui est plus protégé par rien, celle qui est plus garantie par rien, il coule. Voilà comment les riches deviennent d'autant plus riches qu'il y a d'autant plus de pauvres. La preuve, c'est moi qui ai raison. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires en dollars en France que maintenant. Et nous sommes le record d'Europe. Vous êtes contents les gens de savoir qu'il y a des millionnaires dans le pays? Ouais, on a gagné le concours des millionnaires. Ah là, on n'est pas à la traîne, hein. On n'est pas à la lanterne rouge. Mais c'est le moment de notre histoire où il y a le plus de pauvres. 10 millions. Dans un pays qui n'a jamais été aussi riche de son histoire. Cherchez l'erreur. Et c'est le moment que le monsieur trouve pour venir dire aux gens, vous coûtez trop cher. On va donner 20 milliards. Et quand moi je dis, ceux-ci prennent l'argent de cela et qu'ils prennent leurs grands airs indignés, la démonstration, c'est moi qui l'a fait, sans aucune difficulté. Monsieur Varin, bon à rien, patron de PSA en 5 ans, qui plante la boîte, lui et 5 embusqués de son acabit, bon à rien, se ramasse là 20 millions. Les 5 autres, 50 à eux 5, 70 millions. C'est exactement la somme que François Hollande donne cette année à PSA pour le crédit d'impôt. Payez la TVA les gens. Monsieur Varin est content. Et on nous dit, il a renoncé. À peine avais-je préparé mon argumentaire, on discute avec les copains, j'arrive à la première télé. Alors, vous dites bravo à monsieur Varin d'avoir renoncé. Non, monsieur Varin est un voyou. D'ailleurs, il a renoncé à rien du tout. Comme il a les chocottes, et que tous les autres sont venus lui dire, écoute, arrête, ils l'ont vu. Pour l'instant, quoi que vous en pensiez, quant à moi, sûr et tranquille, pour l'instant, j'attends les circonstances qui me permettront d'évaluer... Bref, il n'a rien changé du tout. Il ne prend pas l'argent tout de suite, il attend que vous regardiez ailleurs. Mais mes amis, vous vous rappelez que vous m'avez regardé en disant que j'exagérais, quand je vous disais « Oui, mais si vous leur donnez moins, ils s'en vont. Au revoir ». Beaucoup disaient « Il exagère. C'est quand même bien d'avoir des bons grands patrons. » Ouais, pourquoi pas. Et moi je disais, en rigolant, « Eh bien, on doit pouvoir en trouver des moins chers. Parce qu'eux, ils trouvent des ouvriers moins chers. Nous aussi, on est capable de trouver des patrons moins chers. » Ah oui? Et où vous allez les trouver, monsieur Mélenchon? Alors voilà, je mets la hiérarchie de la boîte. Numéro 1, dehors. Tu prends la place pour la moitié? Non, dehors. Tu prends la place pour la moitié? Non, maintenant ça a baissé, c'est pour le tiers. Oui, t'as gagné. Te voilà patron, tu peux pas faire pire que cet imbécile. Parce que lui, il a ruiné la boîte. Il a fait un premier plan social où la moitié des emplois qui étaient supprimés sont dans la recherche et développement. C'est-à-dire que tout ce dont la société a besoin, c'est-à-dire qu'on trouve le moyen de nous faire des véhicules écologiquement irréprochables, tout en protégeant notre droit à l'autonomie de nous déplacer. Parce que nous aimons cette autonomie de déplacement. C'est ça qu'on vous demande, vous, qui êtes intelligents, qui avez fait des études, qui êtes des ingénieurs, et vous savez le faire. Par conséquent, vous devez le faire. Et il est immoral que M. Varin s'en aille avec 20 millions de retraite chapeau, c'est-à-dire de quoi faire manger pendant 3 ans les 1000 smicards de PSA qui n'ont plus d'emploi. Ah ouais. Voilà pourquoi cette hausse de la TVA doit être combattue. Et c'est à nous de le faire. Vous avez vu comme ils viennent me voir, mais comment se fait-il, monsieur Mélenchon, vous qui êtes un homme de gauche? Ah tiens, je croyais qu'il était juste un exagéré quasi comparable au Front National. Alors vous êtes pour l'impôt et maintenant vous êtes contre les impôts? Bah voyons. Ça y est, vous avez tout compris. Ils ont comme ça un bout d'os sur le crâne. Ça empêche les idées d'entrer et de sortir. Ça bouillonne, ça cuit. Mais non. Oui, nous sommes contre la TVA. C'est un impôt injuste. Nos ancêtres étaient contre la gabelle. On est les mêmes. Impôt sur le revenu. Comme l'a dit Robespierre. Si vous ne faites pas un impôt, alors comment payer la charge commune? Il faut des impôts. Mais cet impôt doit être progressif. Voilà la deuxième idée essentielle
est fondamentale au point que lui voulait qu'on le mette dans la Déclaration des droits de l'homme. Il n'y est pas arrivé, mais ça aurait été une bonne chose. Donc nous ne sommes pas contre les impôts, nous sommes contre un système injuste et socialement régressif. C'est-à-dire que plus vous montez, moins vous payez, donc plus vous profitez, avec moins de dépenses. Voilà la vérité, mes amis. Il faut que ce soit nous qui disions ça. Il faut que ce soit nous qui rassemblions, parce que ça, c'est un mot d'ordre d'intérêt général. Je dis, au lieu de concentrer tout sur 5 tranches d'impôts, il en faut 14, de manière à lisser l'effort. En Allemagne, votre modèle, il y en a 14. Il faut lisser l'effort, pour que tout ne pèse pas sur les mêmes. Et bien sûr, tout le monde doit payer. Tout le monde doit payer à la proportion de ses revenus. Voilà, tout le monde comprend ça. C'est simple à comprendre. Tout le monde paye à proportion de ses revenus. J'ai dit que j'étais prêt à expliquer ça à Jean-Marc Ayrault. Il ne m'a pas invité encore. Voilà pourquoi cette question de la fiscalité a toujours été dans notre peuple quelque chose d'important et qui fait bouillonner. J'ai dit, nous sommes en 1788. Évidemment, il faut que je trouve des images fortes, vous comprenez? C'est mon boulot. C'est pas toujours très agréable, hein. Parce que les retours de porte aussi, je les prends. Hein. Mais il faut parler comme ça, cru, dru, comme ça tout le monde comprend. Et vous empêchez, les gens, c'est une fois que j'ai fini de parler, ils sont comme assis sur une châtaigne. Ils ne savent pas comment se mettre. Ou un oursin, si vous préférez une image plus violente encore. Hein. Vous voyez, c'est pas pareil que de dire les gens s'interrogent. Si vous dites quelqu'un qui est assis sur un oursin, tout le monde comprend que... On voit bien la chose, quoi. Voilà. Voilà pourquoi, moi je préfère dire les choses comme ça. J'ai dit on dit en 1788, parce que c'est toujours le problème de la vie en société. C'est comment tout le monde prend part à l'effort commun. Voilà. La monarchie d'Ancien Régime, et ils voulaient bien réformer, sauf toucher aux privilèges. Mais le reste, ils étaient d'accord. Sauf que le problème, c'était justement que c'était les privilèges la cause. Et de même, aujourd'hui, l'État est pauvre à cause des privilégiés, à cause des niches fiscales, à cause des rabais d'impôts. Si nous avions le même système fiscal qu'en l'an 2000, il y aurait 100 milliards de plus de rentrées dans les caisses de l'État et donc pas de déficit. Voilà la démonstration. Ah, vous en voulez d'autres tant que vous voulez. La démonstration, nous avons commencé à la faire dès les années 2000, que ça allait mal tourner, que de vider les caisses de l'État, qui du coup n'est plus un agent intervenant dans l'économie. Et du coup, comme il est moins présent, il reporte toute la charge sur les collectivités locales, lesquelles, comme elles ont cette charge, dépensent moins et compriment aussi leur budget, ou s'endettent. Et à ce moment-là, le premier investisseur du pays, ce n'est pas le capital qui alloue la ressource, ce n'est pas vrai, c'est l'État et les collectivités locales. Le capital investit moins qu'il ne distribue de dividendes. La part qu'il a pris dans la richesse du pays a été multipliée par 3. Où va cet argent, puisqu'il n'est pas dans la production? C'est la tendresse pour le capital qui nous ruine. Ah, des articles sur les fraudeurs à la médecine du travail, les voyous qui ne sont pas assez responsables pour attraper la grippe en mois d'août et qui se précipitent pour l'attraper en plein décembre, tous en même temps, et sabotent la production. Ça oui, il y en a des articles là-dessus. Et sur celui-ci, celle-là, un cas au milieu de 1000. Mais sur les 200 000 traîtres à la patrie qui ont un compte en Suisse, où sont les articles, les dénonciations, les listes de noms? « 85 milliards par an, ces gens-là prennent, ou plus exactement ne donnent pas. » Vous vous rappelez que pendant la campagne présidentielle, j'ai expliqué comment on allait faire pour les rattraper. On m'a dit « Regardez, ils s'en vont, au revoir, au revoir. Vous inquiétez pas, on vous rattrapera jusqu'en enfer. » Comment? Comme tout le monde le fait dans les pays civilisés. Tu payes ce que tu dois à l'État où tu es, et ce que tu aurais dû payer à la France, tu le regardes, et la différence, c'est ton impôt en France. Ça s'appelle la taxe différentielle. Alors tu peux courir en Papouasie-Nouvelle-Guinée si tu veux te cacher sous un caillou, de toute façon le fisc te retrouve.
Et si c'est moi, même sous le caillou, c'est moi qui vais te chercher. Et tu vas passer à la caisse comme les autres. Pour faire ton devoir de citoyen. Parce que c'est un devoir de contribuer au bien commun. C'est pas une faveur que font les riches. C'est l'école, c'est le pays, c'est les soins. Regardez ces footballeurs, l'autre il a inventé une taxe à 75%. Comme il est intelligent, c'est bien la peine d'aller faire l'ENA pour trouver ça. Mais comme Mélenchon commençait avec le front de gauche à le talonner un peu, il invente un soir comme ça qu'il va mettre une tranche à 75%. Son futur ministre voyou, comment vous l'appelez là? Cahuzac. Monsieur, pas madame. C'est pas le même compte en Suisse. Donc, il invente 75%. Excusez-moi, c'est une petite digression, mais quand même, à chaque fois c'est vous qui payez. Alors, 75%, très bien. Tout le monde se met à hurler chez les riches. Non, non, mais c'est provisoire, c'est pour 2 ans. Ah bon, pourquoi elle n'a pas dit pendant la campagne, c'était juste pour 2 ans? Moi, c'est 90%, la dernière tranche, mais c'est tout le temps. Toute la vie. Bon? Alors évidemment, c'est pour 2 ans, il ne l'avait pas dit avant. Et après, il dit, bon, oui, mais finalement, c'est pas toi qui vas le payer, c'est ton entreprise. Donc l'entreprise, elle donne déjà 1 million et plus au Gugus, et en plus, elle se farcit une taxe à 75%. Mais qui paye? Qui paye? Vous, le consommateur. Parce que c'est pas une taxe qui prenne de leur sous à eux pour le lui donner à lui, non. C'est sur le prix, donc c'est répercuté sur le prix. Voilà ce qu'a réussi à faire François Hollande, augmenter le prix des marchandises, des boîtes, où le patron gagne plus, ou quelqu'un gagne plus de 100 millions, de 1 million. Magnifique, non? Et ainsi de suite. C'est ça dont meurt le pays, c'est ça qui fait crever l'économie. Parce que si tout cet argent allait dans la production, dans l'éducation, dans la formation, nos malheurs seraient réglés d'un seul coup. Nous n'aurions pas les problèmes que nous rencontrons. C'est de ça dont je voudrais vous convaincre. Ne doutez pas de vous-même, de notre force collective, de la puissance de notre pays. Et que d'horizons encore à atteindre. J'essaie de faire entrer dans le débat public l'économie de la mer, c'est pas une bonne idée en Ariège, mais je pourrais parler de l'économie du bois. Ici, 40% de votre territoire, c'est de la forêt. Qu'est-ce que vous en faites, les gens? Mais pas assez. On importe des meubles, on importe du bois d'œuvre, on importe tout, alors que c'est là. Il faut s'y mettre. Il faut planter, couper, travailler, usiner, produire. Et d'autant plus on produira, d'autant plus on pourra construire en bois. J'ai été ministre d'enseignement professionnel, j'ai vu comment ça se passait, parce qu'il fallait définir les qualifications. Formidable, facile à faire. On peut faire plein de choses dans ce pays. Des choses qu'on pourra ensuite partager avec d'autres, en disant regardez comment on fait. Parce que nous, on a des années d'entraînement, d'économie, d'éducation. On peut expliquer à d'autres, d'autres aussi peuvent nous expliquer des choses. Mais nous, on peut partager. Le savoir, ça se partage. C'est ça qui est formidable. Plus on le partage, plus il y en a. Au contraire de l'argent. C'est pourquoi il vaut mieux avoir du cœur et de l'intelligence que du fric. En général. C'est un peu de fric, mais bon, vous m'avez compris. Quand je parle de l'économie de la mer, je dis quelque chose à la France. Regardez, le 2e territoire maritime du monde. Regardez, 1000 km de côte. Nous savons faire les hydroliennes, des machines qu'on met dans l'eau et qui produisent de l'électricité. Il va bien falloir un jour arrêter le nucléaire. Je ne veux pas jeter des pierres à ceux qui l'ont installé. Ils croyaient bien faire. On leur a dit de le faire à toute vitesse et ils l'ont fait, comme moi demain. Et vous autres, mes amis et camarades, quand nous dirons maintenant on va faire bifurquer le système, tout le monde va s'y mettre. Tout le monde va s'y mettre. Et on dira à la jeune génération, allez, plus vite, il faut travailler bien à l'école parce qu'on a besoin de vous. Il faut qu'on démonte 3700 bateaux. On va quand même pas refaire le coup du Clémenceau chaque fois qu'on a un gros bateau qui traîne sur la mer, on sait plus le mettre, et pour finir, on le colle dans un coin en Inde à aller se faire désamianter par des gosses qui vont en mourir. Tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait de nos 3500 bateaux? On ne sait pas. Comment se fait-il qu'il n'y a plus un seul atelier de réparation navale tout le long de la côte, entre l'Espagne, la pointe, Gibraltar, et jusqu'au Havre vers Rotterdam? Jusqu'à quand? Parce qu'il y a un énorme problème avec un de ces immenses bateaux qui portent des containers que personne ne surveille, personne ne contrôle, personne ne regarde ce qu'il y a dedans. 99% de tout ça a été contrôlé par personne. Vous voyez toutes ces choses qu'il y a à faire.
J'ai parlé des machines hydroliennes, mais je pourrais vous parler de cette petite entreprise. J'ai rencontré le gars qui a inventé l'affaire. Il s'agit avec des algues de faire du plastique pour les sacs, vous savez, les sacs d'emballage que vous avez au magasin. Parfait, biodégradable, excellent. Plein de choses peuvent être faites comme ça. Et puis de toute façon, que vous soyez content ou pas, il va falloir tout déménager. Pourquoi? Parce que la mer monte, mes amis. Et que 50% de la population de la France vit à moins de 100 km d'une côte. Et quand on vous dit que le niveau de la mer va monter de 50 cm, faut vous réaliser ce que c'est. Quand la rivière monte de 50 cm, ça vous donne une petite idée de ce que ça donne quand c'est la mer. Ça va être un grand problème pour nous tous. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de besoins. Voilà à quoi on doit appeler le peuple. Mais pour ça, il faut qu'on inspire nous-mêmes confiance et qu'on soit capable de mener la lutte implacable. Sans arrangement, sans combine. Rien. On marche. On sait où on va, on sait comment on va s'y prendre, par quel bout on va attraper les choses, des fois on ne sait pas, mais on trouvera. Voilà comment je me représente l'affaire, et là, bon, il faut bien que j'arrive au bout de mon propos. Arrivent les élections, vous êtes des citoyens. Comment on va préparer ça? Consciemment. Là, nous venons de réussir notre marche. C'est pour ça qu'ils se sont acharnés comme ça contre nous. Donc, on convoque une réunion unitaire de tous ceux qui veulent préparer la lutte au mois de janvier contre l'augmentation de la TVA. Il ne faut pas lâcher prise. Je ne sais pas si ça va marcher, si ça va se faire ou pas, mais vous êtes dans des associations écologistes, vous êtes dans des syndicats, vous êtes dans des organisations diverses, vous êtes des citoyens qui vous engagez à intervalles réguliers quand vous avez l'impression qu'une cause en vaut la peine. Je vous demande si vous pouvez intervenir auprès de chacun de ces organismes pour leur dire: allez-y, installez-vous à la table avec les autres pour préparer cet événement. Et au mois de janvier, il faut qu'on soit de nouveau dans la rue à marcher. Mais à l'appel d'un collectif beaucoup plus large que celui que nous avons d'abord rassemblé pour le 1er décembre. Mais vous savez, c'était déjà beaucoup de gens qui sont venus avec des drapeaux syndicaux ou associatifs. Beaucoup de syndicats CGT de l'Île-de-France ont participé à la marche. Des unions régionales, oui, de France, c'est déjà ça. Et puis Philippe Pac, qui était là, CGT Finance, et puis des camarades, bref, de beaucoup de syndicats qui étaient là. Mais là, c'est les syndicats en tant que tels. Au mois de janvier, il faut un fond beaucoup plus large. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Une force qui se projette, qui cherche sans cesse à élargir son audience, va marchant et devenant progressivement un front du peuple. Et c'est ce front du peuple qui deviendra, le moment venu, un front populaire. Voilà la visée stratégique, majoritaire. Pas de témoignage. Il faut des fois témoigner. Ça arrive dans la vie. On est tout perdu, on va tout le drapeau, vous le tenez, point final. Mais là, on est dans une autre phase grâce à la force que nous avons accumulée, entretenue, éduquée, au courage qu'on a gardé. C'est pour ça qu'ils sont comme des chiens chaque fois qu'il y a l'idée d'une marche. Ils m'en foutent chaque fois le même coup. Silence radio, puis tout d'un coup, Mélenchon est fou. 8 pages du Monde, avec des photos truquées de moi, pour montrer qu'il fait un abominable homme des neiges, une variante. Là, vous direz, il y a un fonds de commerce permanent. Depuis juin dernier, 19 fois la même photo de moi, le cheveu au vent, la bouche ouverte, et les doigts comme ça, parce que je suis un homme du Sud qui parle avec ses mains et son visage. Et là, ça a commencé. La veille de la marche, est-ce que Mélenchon en fait trop? Et puis après, il n'y a personne à la marche. 7000 personnes. Sur 1,5 km, il y a 40 mètres, ça veut dire une personne tous les 10 mètres carrés. Vous ne voyez pas que ça se verrait? Personne ne va lui dire: ah, c'est que tu racontes. T'es ministre pour raconter des bêtises comme ça? Non. Donc je vous le redis, la force va à la force. C'est pour ça qu'ils le savent et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que vous en ayez la vision la plus déformée. Je pense qu'il y a des syndicalistes dans la salle qui le savent, ce truc de la force va à la force. Si vous êtes 3 pélos, ça ne donne pas envie de venir. Et il faut bien qu'il y en ait 3 qui se lèvent un matin pour le faire, pour que les autres finissent par se dire: ah bon, on va résister. Misère. Voilà les élections municipales qui arrivent. Évidemment qu'on ne va pas les voter à droite. Ça, c'est acquis. Mais après, on va voter à gauche. Ça va jusque-là. On va voter pour nous. Plus vous serez déterminés et mobilisés, plus vous ferez la démonstration. Parce que mes amis, voilà ce qui va se passer.
Les gens ont tellement les boules. Vous venez à un meeting, vous suivez, les blagues vous font sourire, je sais bien que vous avez votre quant à soi, vous prenez ça avec la distance qu'il faut, mais nous sommes des gens conscients, intéressés. Mais il y a beaucoup de gens qui sont complètement perdus, ils ne comprennent plus rien. On leur dit la bourse va vachement bien, 10 000 chômeurs de plus. On va remettre la fiscalité à plat. Que pensez-vous, monsieur Mélenchon, de la fusion de l'IR avec la CSG? Tout le monde chante dans le décor. Qu'est-ce que ça peut bien être? On ne comprend rien. Il ne faut pas se moquer des gens. C'est pas bien de se moquer d'eux. Parce que les gens, ils sont sérieux. Au moment d'aller voter, ils aiment bien savoir ce qu'il faut faire. Mais ils n'aiment pas devant leurs gosses, quand vous ouvrez l'enveloppe avec les... Parce qu'il y aura quand même une enveloppe. Hein. Valls a essayé de supprimer les imprimés papier pour vous envoyer tout par mail pour les élections européennes. Hein. Il est malin, Valls. Ben, les gens, ils ouvrent l'enveloppe, on pose des professions de foi, on discute. Les enfants viennent, ils disent « Pour qui tu vas voter ?» Ah ben ça ne te regarde pas, parce que derrière la madame ne veut pas que monsieur sache, ou monsieur veut pas que moi... Oh, puis ça se fait pas, c'est tout, voilà. C'est secret le vote. Alors on explique aux gosses, c'est secret, chacun vote, on explique, on fait notre travail de parents, de grands-parents, Et après ils nous disent « Ah bon, alors c'est qui est-ce qui a gagné ?» Mais les mômes, il faut de la politique, hein. Surtout dans les familles comme les nôtres, hein. Comme il n'y a pas moyen d'y échapper, donc nos gosses, ils sont instruits politiquement assez tôt. Donc les gens là, ça va pas. Ils disent c'est tous les mêmes, c'est des menteurs. Et comme l'image qui est donnée de nous, elle est faite aussi pour embrouiller. C'est difficile de faire avancer les idées. Je ne me cache pas que le moment est spécialement pénible. Je pense qu'il y aura donc beaucoup d'abstention, mes amis, aux prochaines élections. Tout simplement parce que les gens diront je m'en fiche, de toute façon, c'est toujours pareil. Puis vous savez comment ils sont, les gens racontent des trucs qu'ils font pas. Ils disent, ouais, ben ça va péter. Moi j'attends que ça pète. Ben vas-y, fais péter, marche devant. Ouais, bon, non, attends. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est comme dans une entreprise, quand on dit, il y en a marre. On dit, oui, il y en a marre. Bon, ben, qu'est-ce qui marche devant? Vous voulez qu'il y en ait un qui gagne. Et s'il n'y a personne, il ne se passe rien. Donc nous, c'est ça qu'on fait. On éclaire en expliquant. Et on déclenche en faisant. On n'est pas une avant-garde, on est des éclaireurs, déclencheurs. Donc dans l'élection, vous avez intérêt à éclairer fort et à déclencher sec. Non, parce qu'il y a un type qui dit oui, mais par les crues et les drues, je dis par les flous et mous, ça va vous plaire. Ça, c'est Hollande qui m'a appris à faire des blagues comme ça. Parce qu'une fois, dans une réunion, je vous jure que c'est vrai, je parlais de ces collègues, je dis je ne suis pas d'accord avec la théorie d'ordre juste. L'autre à la télé, il dit ah ouais, tu préfères le désordre injuste. Tout le monde s'est bidonné, mais du coup, moi, après, j'ai eu du mal à remonter la pente pour expliquer pourquoi son truc, ça ne voulait rien dire. Donc voilà, mieux vaut parler flou et mou, mais en attendant, voilà ce qui va se passer. Il y aura beaucoup d'abstention, mes amis. Et nous avons besoin du mouvement social que je viens de vous décrire, qu'on va essayer de conforter en janvier. Et si on le conforte en janvier, après on verra, et plus si affinité. Mais on ne va pas les laisser tranquilles, préparer leur petite carabistouille habituelle jusqu'aux élections municipales où ils viendront la veille avec le Doberman. Allez, Madame Le Pen, sale bête. Waouh, tout le monde. Ah, voici le monstre d'extrême droite. Vite, vite, venez, rangez-vous autour du bon berger. On la connaît, nous la fois à chaque élection. Faut pas les laisser faire ça. Il faut leur dire, écoutez, vous là, on s'en fout. Oui, votre chien, là, poussez-le. La TVA, pourquoi vous nous faites payer ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous prenez à la gorge comme ça? Il faut obliger les thèmes sociaux à entrer. Et puis après, on leur parlera de salaire et le reste aussi. Hein. C'était pas pour ce soir. C'est en mobilisant socialement qu'on va préparer les meilleures conditions de la mobilisation politique. Et nous sommes des républicains. C'est-à-dire que nous utilisons les bulletins de vote, pas pour des tribunes, mais pour lutter. Et nous nous inclinons devant le suffrage universel, mes chers concitoyens, parce qu'il n'y a pas d'autre règle du jeu. Si c'est pas ça, c'est des coups de bâton. S'il y a des coups de bâton, on verra ce qu'on fait. Mais pour l'instant, mieux vaut utiliser les points de passage les plus raisonnables, les plus maîtrisés. Par conséquent, si nous mobilisons bien, nous emporterons tout, et je voudrais vous expliquer en un mot pourquoi. Parce que nous avons été 4 millions à l'élection présidentielle. Et que si on se retrouve à 4 millions dans l'élection municipale, on a gagné. Et si on se retrouve à 4 millions, même pas une personne de plus,
pour l'élection européenne, qui est encore plus violente et qui est politique, et qui porte sur le fond des problèmes, alors nous aurons gagné et nous passerons en tête. Et si nous passons en tête, c'est nous qui menons la barque. Parce que ça sera à nous de faire des propositions. Mais on va en faire. Mes amis, dans la préparation des élections municipales, des listes autonomes sont présentes partout. Et le Front de gauche vit les élections municipales non pas comme un arrangement pour placer des élus, mais pour montrer ce que seraient les vitrines du futur. Quel genre de société nous voulons faire. C'est à ça que ça sert, une élection municipale. C'est pas une combine. C'est comme ça qu'on a inventé plein de belles choses, vous le savez aussi bien que moi. Les piscines, les colonies de vacances, tout ce que vous voulez, tout ça a d'abord été expérimenté dans ces élections municipales. Et donc ces élections municipales sont un point de passage très important pour nous. Mais vous savez ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une majorité de cas, nous sommes en liste de front de gauche. Donc notre attelage a résisté au choc le plus sévère que vous allez recevoir. Mais c'est pas tout, c'est pas tous les gens. Pour la première fois, en plus du front de gauche, vous avez 40 à 50 listes dans le pays et dans des grandes communes où ces listes se font avec des militants qui rompent avec la logique gouvernementale de l'Europe Écologie Les Verts et qui viennent avec nous. C'est très important, mes amis. De même, bientôt, nous allons aller rencontrer la Boutourue, là, on va parler, il faut parler. Tout ce qui rompt avec ce système affreux d'allégeance à l'Union européenne que représente ce gouvernement nous intéresse. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire « Ah ben nous, on a eu raison avant les autres ». Bien sûr qu'on a eu raison avant les autres, mais on dit que 11%. C'est déjà pas mal, hein. Personne n'y croyait. Mais maintenant, il faut entraîner le peuple français tout entier, pas seulement les gens qui sont d'abord spontanément éduqués de notre côté. Pour ça, il faut leur donner confiance et montrer qu'on est capable de rassembler. Voilà les batailles qui sont devant nous. Je ne sais pas quand je vais revenir vous voir. C'est la première fois, je crois, que je fais une réunion publique à Saint-Gilles. Mais j'ai déjà fait la fois, j'ai fait à Paris. Mes amis, moi, ça m'a fait bien de vous voir. J'espère que ça vous a fait à vous de nous voir. Et de vous voir. Je veux vous dire, que je m'efforce de faire du mieux que je peux. Il m'arrive de me tromper et de commettre des erreurs. Pas tant que ça. Mais quand même. Mais vous autres, la force, la seule force que j'ai, c'est de penser à tous ces camarades. Là, évidemment, je vous vois du dessus, j'ai une vue imprenable sur vos cheveux, mais après, j'attrape un œil, j'attrape un sourire, et je sais, je suis un militant engagé depuis tant d'années, comme beaucoup d'entre vous. Je sais quelle force on est en train de faire renaître. Je suis tranquille. Nous aurons fait notre part de travail, camarades. Tout ce qui a été fait n'a pas été fait en vain. Vous autres qui avez tant miséré, tant souffert, et qui avez eu si peur à un moment donné qu'on disparaisse dans le sable, que notre beau drapeau rouge n'y soit plus, que toute notre énergie, notre grand cœur de partageur, que tout ça n'existe plus, que notre regard contre la société capitaliste, système pourri que nous détestons, dont nous détestons les valeurs d'accumulation, de compétition, de méchanceté, de cruauté. On se disait peut-être que tout ça est fini. Non, tout ça n'est pas fini. On s'est retrouvé à 4 millions, la force est repartie. Et nos jeunes camarades maintenant viennent prendre le relais. Et vous savez, ne croyez pas ce qu'on vous dit, des fois. Dans la jeune génération, il y a une capacité d'analyse et une détermination politique bien supérieure à celle de camarades qui, des fois, ont fini par trébucher à force de prendre des coups. Que ce soit au lycée, regardez tous ceux qui sont sortis dans le cas Leonarda. C'était pas notre honneur, ces mômes. Bien sûr que les Roms nous cassent les pieds, je le sais. Et alors, c'est une raison pour les jeter à la mer, c'est une raison pour les maltraiter. 17 000 personnes nous posent un problème. Les malheureux, ils s'admirent, ils ont mis écrire. Ils sont là comme des pauvres diables. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous n'avez plus de cœur? Jamais vous écoutez ce qui se passe là-dedans. Vous vous dites, ah, mais qu'est-ce que tu m'énerves? Mais tu le fais. Tu aides, tu tends la main à l'autre. Non, ils disent, non, on n'a rien à fiche, alors foutez-moi ça dehors. Eh bien, nos jeunes, nos enfants sont sortis dans la rue pour dire, on n'est pas d'accord avec ça. C'est formidable. Et après, vous les prenez où que vous vouliez. Je les vois maintenant même dans les grandes écoles. Vous savez où normalement je devrais trouver un mohican tous les 100. Qui j'ai de notre bord, c'est un rouge. Non.
Je fais des conférences dans des grandes écoles, et c'est le 20% qui est de notre bord. Et lucide, conscient, déterminé. Et quand on va avoir besoin d'eux pour faire la suite, vous verrez qu'ils y seront. Voilà. J'espère vous avoir passé un message d'espoir. Ne doutez pas de vous. En avant, haut les cœurs, mes camarades. À bientôt.